Mesdames et messieurs, très heureux de vous voir sur Congo France Télévision, notre chaîne de l'excellence. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une personnalité dans notre chaîne de télévision, dans cette rubrique appelée Portrait découverte. Écoutez sa bibliographie. Il est l'un des professeurs les plus jeunes de l'université de Kinshasa, Alphonse Pongombo. Âgé d'une trentaine d'années, il enseigne les cours des relations internationales à l'université de Kinshasa et dans bien d'autres campus universitaires de la capitale. Caractérisé par une sobriété intellectuelle très discrète et rigoureux, notre rédaction a voulu savoir un peu plus sur la vie professionnelle de celui qui assure l'encadrement scientifique de nos futurs cadres universitaires. Mpongombo Onoloke Alphonse est professeur dans le département des relations internationales à l'université de Kinshasa. Géopoliticien, géostratège comme domaine d'étude de ses recherches. Il fait ses recherches dans la géopolitique des ressources naturelles de l'Afrique centrale, diplomatie et organisations internationales. Chargé de communication au Centre de recherche sur la géopolitique, la géostratégie et développement durable. Il est également praticien de la diplomatie parce que c'est un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, un scientifique de la haute facture. Alors, monsieur le professeur, bonjour et bienvenue dans notre chaîne de télévision. Bonjour Nestor. Très heureux de vous voir sur ce plateau. Merci Alors, beaucoup. quelles sont les bonnes nouvelles? Oui, les bonnes nouvelles est qu'on est là, on est chercheur, on est enseignant à l'université, c'est-à-dire que enseignant-chercheur, alors nous avons un parcours académique et normal. On va y arriver, puis, sur cette question, s'il vous plaît, parce que je vais vous répondre, je vais vous redonner la parole. Avant de vous poser la première question qui m'est revenue en esprit, c'est pourquoi quelle est la différence entre, vous êtes professeur docteur en relations internationales, quelle est la différence entre docteur en sciences et docteur, comme on l'appelle, docteur en médecine, tout ça? Y a-t-il une différence entre les deux? Normalement, il y a des nuances. Ah oui? Je suis docteur et je ne suis pas médecin. D'accord. Je suis docteur en sciences de relations internationales. Ok. Tout comme demain après-demain, on peut t'appeler docteur en droit. Ok. Après ta soutenance, la thèse. Tout comme on peut avoir un docteur en sciences économiques. Ok. Et c'est ça la différence entre nous et les docteurs en médecine. Parce que les docteurs en médecine, après 5 ans, on peut devenir docteur en médecine. Et 5 ans ou 6 ans, ça dépend. Mais devenir docteur, professeur, il faut avoir mené des recherches doctorales. D'accord. Et à la fin des recherches doctorales, ces recherches sont sanctionnées par un titre académique. Vous comprenez? Et c'est par rapport à ce titre académique qu'on m'appelle aujourd'hui docteur Alphonse Pongombo. D'accord. Je suis docteur en relations internationales, je suis professeur d'université. Alors, avant de devenir professeur d'université, parlez-nous un peu de votre parcours universitaire ou académique ou scolaire. Comment vous avez commencé, où est-ce que vous avez étudié et puis finalement pour devenir d'emblée professeur à l'université de Kinshasa? Oui, j'ai connu un parcours académique qui n'est pas à cacher parce que je n'ai pas un parcours serpatoire où je peux dire aujourd'hui que peut-être j'avais fait 2 ans à l'UPEN et une année à l'ULK ou consort. Je suis né scientifiquement au département de relations internationales. De premier graduat à la thèse au département de relations internationales. Je pense que si ma mémoire est encore bonne, en première année de graduat, c'était en 2007-2008. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, j'évolue dans ce département. Alors, ma licence, on avait terminé la licence en 2011-2012. Alors, tellement qu'on était dans les critères d'être retenu assistant, j'étais retenu assistant d'enseignement. Et après 2012, j'étais obligé de prendre mon inscription au niveau du 3e cycle. Alors, mon mémoire de 3e cycle a été défendu le 30 mars 2016. D'accord. Et un mois après, j'étais obligé de prendre l'inscription à la thèse. Raison pour laquelle, à partir de 2021,
ma soutenance avait eu lieu et j'ai été proclamé docteur en relations internationales à l'université de Kinshasa. Alors, et quelques mois après, j'ai été nommé par l'arrêté ministériel professeur associé au département de relations internationales à l'université de Kinshasa. Alors, comment ça se passe la période là? Vous avez associé et l'assistanat et faire vos recherches. C'est toujours à l'université de Kinshasa ou dans un autre centre de recherche pour finalement sanctionner vos thèses de doctorat? Toujours à l'université de Kinshasa. Et comme vous veniez de le dire, que je suis chargé de communication au centre de recherche sur la géopolitique et géostratégie et développement durable. C'est-à-dire qu'en associant les responsabilités liées au centre de recherche et puis les activités comme scientifique, on était obligé de combiner les deux pour mener bien nos recherches doctorales. Et suite à ça, qu'on a terminé la thèse et on était obligé d'être soumis entre les mains de nos prédécesseurs, ceux qui ont eu quand même l'occasion, le temps et la disponibilité d'encadrer nos recherches. Alors, c'est ça, en bref, ce que je peux te dire d'une manière condensée. Donc, merci beaucoup, c'est d'une manière condensée. Mais dis-moi un peu, hormis d'être retenu et assistant à l'université, vous aviez aussi à vous, parlant sur l'aspect vocationnel, cette vocation-là de devenir un jour professeur de l'université, parce qu'aujourd'hui, vous êtes trop jeune et ça paraît un tout petit peu étrange, parce qu'aujourd'hui, voir un professeur d'université, on a allusion à un vieux papa, quelqu'un qui a une expérience avérée, mais aujourd'hui, vous voir déjà avec votre courage à avoir le goût d'enseigner, c'était par vocation ou parce que vous avez répondu aux critères comme vous l'avez dit tantôt? Ça c'est sûr. Vous savez, en grandissant, mon père me disait toujours, mon fils, je veux que tu dépasses, c'est là où moi, ton père, je me suis limité. D'accord. Mon père gradué et préfet des études des années. Okay. Et je pense qu'il est vraiment très bien connu au Sankourou. D'accord. Voilà. Là où tu as fait tes études primaires. Voilà. Et secondaires aussi. Alors. C'est quelle école comme ça déjà? Mon école primaire, c'est l'épée. C'est l'école des garçons. Saint-Paul, à Lomela Centre. Okay. Je pense que ceux qui me suivent connaissent. Là où la mère a étudié. Connaissent l'école des garçons. Parce qu'au niveau de Saint-Paul... C'est toujours à Sankourou. Au Sankourou, et puis précisément dans les territoires de Lomela. Là où mon papa travaille jusqu'à aujourd'hui. C'est là où vous avez fait vos études secondaires. Voilà. En quel sens? Alors, moi j'ai fait mes études, j'ai fini en pédagogie. Ah d'accord. Voilà. Donc vous avez déjà une vocation d'enseigner. Ça c'est sûr. Parce que vous avez commencé avec la pédagogie. Et ça c'est sûr. Et en plus je suis un collégien. Ok. Alors j'avais ce sentiment de devenir professeur d'université. D'accord. Parce que le petit frère à mon père, il est professeur en France. D'accord. Mon père lui-même, il est enseignant. D'accord. Alors, le problème d'être professeur aujourd'hui, c'est un problème du sang. Alors, c'était vraiment mes ambitions. C'était vraiment incarné par rapport à ma pensée scientifique. On va y arriver. Alors, parlons aujourd'hui de votre thèse de doctorat a porté sur quoi à l'université de Kinshasa? Comme vous avez dit, vous l'avez défendu il y a quelques années déjà passées. Oui. Ma thèse a porté sur la théorie de la dynamique géopolitique de la RDC, lutte pour la persistance et la conquête de l'espace national congolais. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le souci est celui de faire comprendre au public tant national qu'international que les choses bougent, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. D'accord. Si vous prenez aujourd'hui, vous allez comprendre que les réalités géopolitiques d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Raison pour laquelle ma pensée scientifique porte sur cette théorie qui est une nouvelle découverte, une naissance sur le plan scientifique. Alors, d'une manière un peu condensée, je peux tout simplement dire que ma pensée scientifique consiste
à la dynamique géopolitique de la République démocratique du Congo, Donc, qui est une nouvelle théorie. Donc, vous avez dit votre intitulé de thèse qui s'est transformé directement à une pensée scientifique. Oui, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est ça ma pensée scientifique. Hum. Parce que Et pourquoi reformuler une thèse de doctorat à une pensée scientifique? Comment vous l'avez théorisé pour que ça devienne votre propre pensée politique? Et quel est l'intérêt? Vous savez, même quand vous interrogez l'histoire, vous trouverez que tous les grands penseurs, tous les grands scientifiques sont connus aujourd'hui à travers leurs pensées scientifiques. Aristote. Aujourd'hui, on peut vous parler de la métaphysique. D'accord. On fait référence à Aristote. Ok. On ne peut pas devenir professeur d'université sans une théorie. D'accord. Sans amener une théorie sur le marché scientifique. Alors cette théorie doit être personnalisée, du genre pensée d'Aristote, pensée d'Alphonse Pongombo, pensée de Nestor. Je suis le fondateur de cette théorie. D'accord. Je suis l'initiateur de cette théorie. Alors, comme vous le savez, la pensée scientifique est un instrument destiné à effectuer des prédictions. D'accord. Observables. Vous comprenez? Plutôt qu'à fournir des explications ou des représentations de la réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? D'accord, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on propose une théorie qui est penchée sur une pensée scientifique, dans un contexte de la justification, il faut tout simplement, pour un chercheur que je respecte, pour un chercheur avéré, il n'a pas à assurer de la réfutabilité des autres chercheurs. Attends, vous allez par continuer. rapport à sa thématique. Vous continuez, prof, s'il vous plaît. Mais à quoi est-ce que cette pensée est-elle importante pour les cas d'espèce que vous avez cités, la République démocratique du Congo, son utilité scientifique ou praticabilité? Parce que est-ce que finalement, ce ne sont pas des paperasses qui vont rester dans les couloirs de l'université pour des besoins. À la fin, finalement, on voit beaucoup de thèses de doctorat qui sont vendues à la cité. On les sert pour les emballages des beignets. Non, vous savez, une thèse doctorale doit être respectée. D'accord. C'est une recherche de qualité. Ma théorie coïncide avec la réalité du terrain. Pourquoi? C'est parce que si le plan pratique, je pense que même les non-initiés doivent comprendre que les choses bougent et que les choses changent. Je viens de vous le dire tantôt plus tôt ici, que la réalité géopolitique d'hier ne sont pas celle d'aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre une nouvelle configuration géopolitique, et non seulement au niveau national, mais au niveau international. Alors, à ce niveau, vous allez comprendre que la reconfiguration géopolitique en plein contexte de la figuration de l'espace, par la gestion des intérêts, d'abord de notre propre pays, et de ceux de tous ses partenaires. Cette façon, en tant que théorie que je propose, elle nous prédispose à veiller non seulement sur le processus d'actualisation de la puissance du Congo-Kinshasa par rapport aux différents atouts à sa disposition, mais en recourant à la force. Vous comprenez? C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas parler de la géopolitique sans toutefois voir la nouvelle face de la géopolitique, que nous appelons dans les jargons de relations internationales la nouvelle configuration géopolitique mondiale. Quelle est cette nouvelle configuration de la géopolitique mondiale? La nouvelle mondiale? configuration géopolitique veut dire tout simplement que les choses ne sont pas acceptées sur le plan mondial comme auparavant. Vous comprendrez avec moi qu'aujourd'hui, avec l'émergence... Avant, c'était comment? C'est-à-dire, prenons le cas de la RDC. La RDC était considérée à l'époque comme l'enfant fidèle des Occidentaux, par exemple. Et aujourd'hui? Mais aujourd'hui, le Congo est considéré comme un espace de théâtralisation.
Quelle est alors la place que doit occuper la RDC dans la nouvelle configuration géopolitique et mondiale actuellement, cher professeur? C'est ça le vrai problème. Vous verrez, lorsque je parle de la théorie de la dynamique géopolitique de la RDC, lutte pour la persistance et la conquête de l'espace national congolais, vous trouverez que le Congo est considéré comme un espace de théâtralisation, de confrontations idéologiques entre ses partenaires traditionnels et ses nouveaux partenaires. C'est-à-dire, vous trouverez que ceux qui cherchent à persister, ce sont ces partenaires que j'appelle partenaires traditionnels. D'accord. Et ceux qui sont à la recherche de la conquête de l'espace national congolais, ce sont ces nouveaux partenaires dont nous trouvons la Chine et son cortège. Autrement dit, les pays des BRICS. Vous comprenez? Alors, le Congo se trouve comme un espace BRICS, c'est l'ensemble des pays émergents. On parle que nous appelons aujourd'hui, nous avons... et puis, voilà. Afrique du Sud, effectivement. Chine et tous les autres. Alors, vous trouverez que le Congo, à travers sa dynamique géopolitique, n'est plus le Congo de demain. Auparavant, le Congo était considéré comme un espace de confrontation de deux blocs à l'époque, Est et Ouest. Mais aujourd'hui, le Congo n'est plus seulement un espace de confrontation de deux blocs Est et Ouest, mais nous avons aussi une nouvelle dynamique qu'on appelle les pays prônant le fondamentalisme musulman, qui investissent derrière ce que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa, les Kini-marchés, les Congo futurs, la prolifération des investissements des Indo-Pakistanais. C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui est considéré comme une nouvelle configuration qui tout le monde envie. Et très surtout à travers le capital naturel congolais qui fait saliver tous les grands esprits de ce monde. C'est à ce juste titre qu'il faut comprendre que tout change et que tout bouge. Alors, la géopolitique d'hier n'est pas la géopolitique d'aujourd'hui. Ça, on a compris. Alors, quelle est alors votre observation en rapport avec la géopolitique de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est un rapport avec la reconfiguration, comme vous avez vu, qui est aujourd'hui sur le plan international? Vous savez, je peux tout simplement vous dire que, à partir de ces faits, on peut aisément comprendre que la situation géopolitique de la RD Congo, avec la percée des pôles d'émergence en Afrique, font basculer ces pays. D'accord. Vers une mutation géopolitique inconnue jusque-là. Alors, que prédit les scientifiques à cet effet? Vous, parce que vous êtes scientifique, qu'est-ce que vous, au regard de votre théorie, qu'est-ce que vous prédisez dans les jours à venir? C'est ce que j'ai dit. Oui. Que cette réalité va donner lieu à un espace de théâtralisation et de confrontation stratégique entre le monde occidental et les pays émergents. Et le Congo, après avoir été les terrains de confrontation Est-Ouest pendant la guerre froide, deviennent un nouveau théâtre de confrontations stratégiques que se livrent le monde occidental et les pays prônant le fondamentalisme musulman, tels que l'Iran, le Pakistan, le Nigeria et autres. Mais prof, avant d'y arriver... Alors, arriver... la théorie de la dynamique géopolitique de la RDC en dépend. En dépend. Et pour bien comprendre cette théorie de la dynamique géopolitique de la RDC, dans ce sens, c'est-à-dire que pour découvrir les fondements de la théorie de la dynamique géopolitique de la RDC, il faut interroger l'histoire des origines à ce jour.
C'est-à-dire que l'État congolais, depuis la conférence de Berlin de 1885 jusqu'à la fin de la guerre froide, qui peut s'interpréter comme un bouleversement des enjeux mondiaux. Est-ce qu'aujourd'hui, avant d'y arriver... Cela explique aussi, M. Nestor, avant que vous continuiez... cela explique aussi d'accord, la persistance de l'influence géopolitique occidentale. Et aujourd'hui, les Chinois se mêlent à la tête pour une conquête de cet espace congolais, sans compter les Russes et autres acteurs des pays émergents. C'est là où je voudrais arriver, avant que vous continuiez. Parce qu'après la dislocation de l'ex-URSS, il y avait un bouleversement de la géopolitique mondiale. Mais aujourd'hui encore, on a l'impression, parce que les Russes ne se mêlaient presque plus dans les affaires, notamment en Afrique. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la Russie veut maintenant s'imposer. Mais c'est là où, à côté de la Chine, comme vous venez de le dire, à côté des autres pays asiatiques, mais aussi il y a les partenaires traditionnels. Est-ce que nous sommes dans les retours de l'histoire, comme on avait fait, ou c'est vraiment le bouleversement, au vrai sens du mot, vers l'inconnu, qu'on est en train de repartir? Nous sommes en train de vivre... Ce n'est pas l'histoire qui se répète, comme disait Thucydide. Nous sommes en train de vivre... une période de la configuration nouvelle. La configuration nouvelle, c'est-à-dire que lorsque vous analysez bien l'histoire, vous allez comprendre qu'à partir de la fin de la guerre froide, chute du mur de Berlin, à 1990 et tout ça, vous trouverez qu'il y a eu un grand changement sur le plan international. Oui. Il y a eu un grand changement sur les aspirations des États, c'est-à-dire les États qui voulaient émerger sur le plan international, qui se sentaient étouffés par les grands esprits de ce monde. Oui, les États-Unis, la Russie de l'autre côté. Voilà. On commençait quand même à faire attendre leur voix sur le plan international. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que moi j'appelle la dynamique, la nouvelle dynamique géopolitique qui explique non seulement l'influence géopolitique américaine, mais ça explique aussi l'influence géopolitique de d'autres pôles d'émergence qui cherchent à asseoir leurs influences partout au monde. Raison pour laquelle vous trouverez que je suis en train d'insister sur la conquête de l'espace congolais, sur la persistance et la conquête de l'espace national congolais. Qui persiste? Ce sont les anciens partenaires de la RDC qui ont déjà occupé l'espace, qui persistent, qui ne veulent pas lâcher l'espace, qui sont à la conquête de l'espace national de la RDC. Ce sont les nouveaux, les émergents, qui sont à la conquête des espaces pour faire régner leurs influences géopolitiques. C'est à ce niveau que nous disons que la RDC se trouve comme un espace de théâtralisation d'où s'organise une guerre de confrontation idéologique ou stratégique entre ces différents blocs. Aujourd'hui, je vous parle clairement qu'en dehors de partenaires traditionnels, en dehors des nouveaux partenaires, il y a une nouvelle dynamique qui est créée par les pays prônant le fondamentalisme musulman. Et tout ça, c'est le Congo qui en subissent. C'est-à-dire qu'à ce titre et niveau, le Congo, à travers la théorie de la dynamique géopolitique, qui est déjà consommée, que nous sommes en train de vivre là, sur le plan de la praticabilité, doit tenir compte de certaines recommandations. Par exemple, il faut développer ce que nous appelons l'indépendance diplomatique. L'indépendance diplomatique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le Congo doit agir en tant qu'État souverain. Ça a toujours fait ça. Ça toutefois, attendre une certaine injonction provenant d'un quelconque État pour réagir. C'est-à-dire qu'il faut être indépendant diplomatiquement.
Alors, il faut comment on peut prendre définir, des bonnes décisions. Comment on peut définir la diplomatie? Et puis, deuxièmement, oui. il faut tenir compte de ce que j'appelle le partenariat diplomatique. C'est-à-dire qu'en dehors de l'indépendance diplomatique, il faut aussi le partenariat diplomatique. Comment on peut définir la diplomatie congolaise à ce jour? Non, la diplomatie congolaise à ce jour, c'est une diplomatie qui est tout à fait ouverte. Vous comprenez? C'est une diplomatie qui est ouverte. C'est par rapport à ça que je vous dis qu'il faut faire ce qu'on appelle le partenariat diplomatique. Le partenariat diplomatique, c'est-à-dire qu'il faut faire des accords, il faut signer des accords avec des grandes puissances et trouver les parts de la RDC, la part de la RDC. Il faut vivre sur base d'une diplomatie, qui donne de la place à la République démocratique du Congo. Mais à ce jour, il faut appliquer une diplomatie de couloir. Diplomatie de couloir. Oui. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut causer avec le partenaire, il faut causer avec d'autres partis avant d'y aller, peut-être dans des tables de négociation. Avant d'aller, par exemple, faire signer des accords, il faut passer par une diplomatie de couloir. Il faut négocier, il faut parler en privé. C'est ça, certaines recommandations qu'il faut faire. Et si réellement que le Congo a besoin de profiter de cette nouvelle configuration géopolitique, de cette théorie de la dynamique géopolitique qui place le Congo en vedette. Pourquoi? C'est parce que le capital naturel de la RDC fait saliver tous ses partenaires. Et à ce moment, que le Congo doit faire un effort de se positionner, non seulement sur le plan régional, mais aussi sur le plan mondial. Vous avez reçu une formation de relations internationales et vous êtes sans ignorer qu'au stade où le Congo se trouve, il est sollicité par plusieurs partenaires. Et cela suite aux atouts géopolitiques. Cela suite à nos ressources du sol et du sous-sol. Et c'est à ce niveau que le Congo doit savoir comment faire le choix. Pour ne pas être livré comme les dindons de farce. Alors, comme vous parlez de la diplomatie, on continue notre discussion, professeur. Alors, vous avez publié les travaux scientifiques qui sont trop bénéfiques pour le pays. Alors, je voudrais un peu, est-ce que vos publications scientifiques sont prises en considération dans le fonctionnement normal parce que c'est la science, hein, tous les pays du monde sont dirigés par les pensées scientifiques. Quelle est votre observation en rapport avec la prise en considération des travaux scientifiques dans le fonctionnement normal d'un État? Vous savez, Monsieur Nestor, la communauté académique a dans la pratique une résonance, vous comprenez, qui n'a pas son égal ailleurs. Les débats sociaux ne peut pas être ou ne peut pas être considéré, s'il faut le dire, des approches qui ne sont pas considérées ou vérifiables sur le plan scientifique. Et certains penseurs vedettes sont tout à fait susceptibles d'oreilles du responsable numéro 1 de la société. C'est-à-dire que tout ce que nous produisons comme travaux, nous faisons une certaine composante qu'on appelle la communauté académique congolaise. Tout ce que nous produisons, c'est dans le cadre d'orienter la société. C'est dans le cadre d'orienter le numéro 1 de la société. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut tout simplement faire passer c'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut tout simplement faire passer des gré
des administrateurs, c'est-à-dire que la recherche théorique, il faut faire passer la recherche théorique à la pratique gouvernementale. Est-ce que ça s'est fait finalement? Aujourd'hui même, hormis les thèses de doctorat publiées par vous, le professeur d'université, est-ce que même les manuels, les TFC, les mémoires de licence, est-ce que les recherches produits sont-ils exploitables par la gouvernance actuelle? C'est ce que je vous dis. Nous formons une communauté académique. Nous produisons des travaux. Ce qu'il faut faire ou insister est de faire passer ce que nous sommes en train de produire comme travaux, c'est-à-dire la recherche scientifique, les théories à la pratique gouvernementale. Alors, pour faire passer nos recherches, nos théories à la pratique gouvernementale, il faut créer des liens. Nous devons créer des liens, des institutions, de la communauté, créer des liens, des institutions. Ça s'est fait, ça s'est fait actuellement. Nestor, nous vivons certaines réalités. Et ces réalités ne sont pas à démontrer aujourd'hui. En tant que chercheur, on ne peut qu'insister sur la production scientifique, sur les propositions. Nous produisons des propositions, des idées. Raison pour laquelle je vous dis qu'il faut tout simplement une certaine volonté de faire passer tout ce que nous avons sur le plan de recherche théorique, faire passer tout ça à la pratique gouvernementale. Et cela peut être possible suite à la création de liens institutionnels très étroits entre le pouvoir politique et les membres de la communauté épistémologique ou de la communauté épistémique. Là, c'est le corps scientifique tout simplement. Voilà. Alors, professeur. Si les idées, par exemple, si les idées des professeurs des universités, par exemple, si les idées des grands chercheurs de ces pays ne sont pas véhiculées par des savants que nous sommes ou professeurs que nous sommes, cela ne peuvent pas, par exemple, ça ne peut pas servir l'administration. Ça ne peut pas ou ça ne peut pas influencer les décideurs. D'où la nécessité est de faire passer tout ce qu'on a sur les plans de recherche, sur les plans scientifiques, sur les plans théoriques, à la pratique gouvernementale. Comme nous parlons de la recherche scientifique, je voudrais un peu, parce que l'émission est en train d'arriver aussi vers sa fin, je voudrais aussi que vous puissiez placer un mot sur le cadre des recherches en République démocratique du Congo. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour produire vos travaux en faisant des recherches? Le secteur est-il propice, est-il facile de produire finalement un travail sur base de vos recherches scientifiques en République démocratique du Congo? Je peux tout simplement vous dire que la difficulté que je vous annonce aujourd'hui, ça peut être une difficulté commune à tout chercheur congolais. D'accord. Nous avons un problème de moyens. Ok. Or, toute publication de qualité nécessite les moyens. Nous ne sommes pas renforcés sur le plan de freins de recherche. Tout ce que nous produisons comme fruits de recherche, c'est à travers nos propres efforts. Vous comprenez? On est un peu non seulement limité, mais on a des idées. Prenons par exemple, j'ai 4 ouvrages en chantier, mais la publication de ces lots d'ouvrages demande des moyens colossaux. Alors, quels sont ces ouvrages que vous allez publier bientôt? Les titrés? J'ai un ouvrage sur RDC, Centre des enjeux géopolitiques et de l'humanité. Là, vous parlez quoi à l'intérieur? C'est juste pour expliquer que le Congo, jusqu'au jour d'aujourd'hui,
reste un espace envié par tout le monde. Reste un espace qui a beaucoup plus de ressources naturelles. Comprenez, aujourd'hui, les grands esprits qui gèrent ce monde ont une nouvelle carte géopolitique de la RDC. Comment ça? Et dans cette carte, ils parlent de le Congo utile et le Congo inutile. D'accord. Et lorsqu'ils parlent du Congo utile, leurs yeux sont frappés directement dans les parties de la RDC où on trouve que tout est richesse. D'accord. Et le Congo inutile? Le Congo inutile, c'est là où ils trouvent que il n'y a pas de richesse en abondance, comme dans d'autres coins. Regardez par exemple aujourd'hui, l'Est du pays pose problème. Là, c'est le Congo utile. Ça, c'est le Congo utile. Et l'Ouest, c'est le Congo inutile. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces manipulateurs, les exportateurs des modes de vie, cible les endroits où il y a... cible les endroits où ils trouvent qu'il y a beaucoup plus de richesses. Il y a leurs intérêts à eux. Leurs intérêts sont là. C'est ça le problème. Alors, ma vision par rapport à cet ouvrage, que j'intitule RDC, Centre des enjeux géopolitiques de l'humanité, est de faire voir, de faire comprendre au public tant national qu'international que le Congo est exploité non seulement par les Africains, non seulement par quelques grandes puissances, mais presque par tout le monde. C'est tout le monde. Raison pour laquelle le Congo est considéré comme un centre géopolitique. Centre des enjeux géopolitiques. Là où on trouve de l'or, des diamants, les deuxièmes ouvrages parlent de quoi? tout. Les deuxièmes ouvrages parlent de quoi, professeur? Les deuxièmes ouvrages, c'est un ouvrage sur l'essentiel de la diplomatie multilatérale. L'essentiel de la diplomatie multilatérale. Voilà. Là, vous faites allusion à quoi? Là, bon, c'est tout simplement, c'est une publication scientifique. Vous savez, avec le nouveau système d'enseignement LM2, les LM2, licence, il y a certains enseignements qu'on a insérés, qu'on n'a jamais enseignés au Congo. Par exemple, tel est le cas de la diplomatie multilatérale. D'accord. C'est un nouveau cours. D'où, en tant que chercheur, je suis obligé de mener des recherches comme professeur d'université et faire une publication très concrète. Très concrète, faire une publication matière qu'il faut enseigner à la nouvelle génération. Qu'il faut enseigner à la nouvelle génération, bien sûr, mais qui coïncide par rapport à la réalité du moment, à la réalité du monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la diplomatie multilatérale, bien sûr, ce n'est pas un concept récent. C'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Quand vous regardez la Société des Nations, d'ailleurs, dans les jargons de relations internationales, la diplomatie multilatérale est considérée comme une diplomatie des organisations. D'accord. Raison pour laquelle j'ai fait référence à la Société des Nations. SDN est vous comprenez? Qui était née avant la voilà. ONU. C'est-à-dire que cette diplomatie existe depuis très longtemps. Mais la question peut-être est celle de savoir à quelle période cette diplomatie a été institutionnalisée. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Est-ce que dans le cadre de la diplomatie multilatérale, l'Afrique était présente lorsque les grands esprits qui gèrent ce monde décidaient autour de ça? Est-ce que l'Afrique était présente? Vous allez comprendre avec moi que l'Afrique n'était pas permanente. Pourquoi? C'est parce que, en suivant l'évolution de la diplomatie multilatérale, l'Afrique était d'abord colonisée. Et beaucoup de pays africains étaient représentés par leurs colons, leurs colonisateurs, s'il faut le dire. Alors tout ça, ça crée une matière grise, scientifiquement, qu'il faut livrer à la nouvelle génération, qu'il faut livrer à l'État congolais. Le troisième ouvrage est celui qui porte sur glossaire des pratiques et protocoles diplomatiques. D'accord. Vous savez... Là, vous avez rassemblé un certain nombre de mots. Voilà, c'est-à-dire que c'est juste pour faire enseigner, comme je viens de vous dire, à la nouvelle génération, par rapport à notre système que nous venons d'installer dans nos milieux académiques, LM2. Nous avons un cours qui est intitulé «
pratique et protocole diplomatique. Alors, en tant que chercheur, il faut sauter le premier pour faire une publication de qualité. Raison pour laquelle j'ai un ouvrage en chantier qui porte sur glossaire des pratiques et protocole diplomatique. On doit enseigner les règles de préséance. On doit enseigner la pratique de la diplomatie à cette nouvelle génération. Pendant la présentation, vous avez dit, professeur Pongombo, non seulement qu'il est géostratège et géopoliticien, mais il est aussi le praticien de la diplomatie. D'accord. Et le quatrième ouvrage? Le quatrième ouvrage est celui de les fondements de la théorie dynamique et géopolitique de la RDC. Alors, ce dernier ouvrage est presque ma thèse. Ah, vous l'avez condensé voilà. en ouvrage. C'est un résumé de ma thèse que je vais faire publier. Donc, d'une manière brève, voilà ce que je peux vous dire par rapport au projet en cours. Mais en dehors de ça, j'ai quand même certaines publications. Déjà, déjà consommées sur le marché scientifique. J'avais déjà publié sur la géopolitique de la République démocratique du Congo, des origines à la nouvelle configuration. Dans quelle maison d'édition? MES Kinshasa. D'accord. J'ai déjà publié sur... vous allez nous l'apporter dans votre prochaine venue ici. J'ai déjà publié. Bon, malheureusement, vous ne l'avez pas venu avec ça, sinon on devrait le faire voir aux téléspectateurs. Prochainement, je vais vous amener toutes ces documentations-là. Oui. Alors, vous allez comprendre qu'il y a encore une publication sur les défis. Quels défis géopolitiques de la RDC? Quels sont les défis de la géopolitique de la RDC d'abord? Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, que le Congo est envié par tout le monde. Le Congo est envié par tout le monde, non seulement parce qu'il est Congo, mais par rapport à ce qu'il possède comme atout géopolitique. Alors tout ça crée des problèmes. Ça crée un certain nombre de défis qu'il faut faire des recherches pour comprendre le pourquoi de ces problèmes. Parce que qui dit défi, dit problème. C'est dans ce sens-là qu'on a orienté cette recherche pour faire voir et comprendre au public non initié que voilà une manière de réfléchir sur le plan scientifique. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être passé sur nos antennes de télévision. Nous attendons petit à petit vers la fin de l'émission. Alors, si on devrait retenir en quelques mots votre passage sur cette émission et le message clé que vous pouvez lancer à nos téléspectateurs qui ont eu l'occasion de vous suivre à travers notre rubrique de découverte et portrait. Voilà, c'est-à-dire que le message reste scientifique. Moi, je suis un chercheur, je suis scientifique. Le message est tout simplement celui de réfléchir comment tout ce que nous produisons comme travaux scientifiques peuvent être consommés. C'est-à-dire réfléchir autour de la praticabilité de nos réflexions, de nos théories. Tel est le cas de la théorie de la dynamique géopolitique, dont je suis le créateur, je suis l'auteur, je suis le fondateur. D'accord. Comment cette théorie peut être acceptée? Comment on peut faire le passage de cette théorie, de la recherche à la pratique gouvernementale? Vous comprenez? C'est ça le rôle d'un chercheur, c'est ça le rôle d'un scientifique. Parce qu'on ne peut pas produire pour produire. Il faut produire pour consommer. Nous devons faire un effort de produire des travaux de qualité. Des travaux qui coïncident par rapport aux différentes réalités de notre milieu social. C'est ça le message, d'une manière résumée, que je peux donner à tous les chercheurs, non seulement de la RDC, mais du monde. On ne peut pas faire une recherche qui, après, ça ne produira en rien. Il faut faire une recherche qui, demain, après-demain, ça nous amène à la pratique. Et il faut faire des recherches par rapport à nos propres réalités du terrain. Il faut faire des recherches par rapport à nos propres problèmes. D'accord.
Téléphone, oui. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut, ce que nous devons faire par rapport à ce qui concerne la science, parce que moi je suis chercheur. Merci beaucoup, cher professeur, merci d'être passé. Merci, bien, chers téléspectateurs, vous avez compris avec moi que nous sommes arrivés à la fin de ces numéros, rubriques, portraits, découvertes que nous aurons encore le plaisir de vous faire découvrir notre prochain sujet scientifique de la découverte qui va nous aider à alimenter ces sujets sur notre plateau de télévision. Merci à toute la grande équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission derrière les caméras. Onésime Kenado et Denis Taker à la régie. Nous sommes avec Mr. Pams Bienga ainsi que Mr. Touré, moi est derrière la supervision de la réalisation. Merci à vous tous. Restez branchés sur Congo France Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Merci. Merci.